Oui, le président du CRIF Monsieur Yohann Arfi. aurait dû mesurer davantage ses propos. Et je commencerai par les propos inadmissibles qu'il a portés, gravissimes dans notre République, quand on est président d'une institution aussi importante que ça. Et je m'étonne que Jonathan Arfi, qui était sur le plateau de BFM, quand les propos que j'ai tenus sur le quotidien ont été falsifiés, détournés, parlant de la domination financière juive, propos que je n'ai jamais tenus, eh bien, n'en est pas tiré les leçons. D'autant plus que l'Arcom, qui exerce sa surveillance sur l'audiovisuel, avait mis en demeure BFM et il avait mis en cause et la chaîne et l'invité de la chaîne, et en l'occurrence, M. Jonathan Arfi. Deuxièmement, le conseil de surveillance déontologique des journalistes avait lui aussi condamné ce détournement et lancé ainsi, comme il l'a fait hier soir, une chasse à l'homme dans un moment de rencontre républicain devant les représentants du gouvernement qui, évidemment, n'ont pas bougé. Ils sont habitués à être sermonnés sans avoir à cœur de défendre pour tous les principes républicains. Vous voyez, je suis pris à partie depuis des mois. Moi, personnellement, harcelé, menace de mort, mais aussi ma famille, mon fils, mes filles. Tout ceci est inacceptable. Ils ont été menacés. Menacés, absolument, mais au quotidien. Mais menacés par qui? Par quoi? Mais je vous le demande. Vous savez, Vous les réseaux sociaux sont anonymes. Je l'ai fait, vous savez comment ça se passe. Mais on vous reproche quoi précisément dans ces menaces? Vous savez, il n'y a pas la place pour un reproche. Ce sont des insultes, Ah oui. on vous traite de tous les noms et on vous condamne à une mort prochaine. Dominique de Villepin dévoile un scandale politico-médiatique. Le président du CRIF, Jonathan Arfi, accusé de déformer ses propos sur une supposée domination financière juive, qu'il n'a jamais tenue, relayée par BFM TV malgré les condamnations de l'Arcom et du Conseil de surveillance déontologique des journalistes. L'ancien Premier ministre dénonce une chasse à l'homme orchestrée, des menaces de mort contre sa famille et une inaction coupable du gouvernement. Une affaire qui soulève des questions cruciales sur la liberté de la presse, la désinformation et les pressions idéologiques. Aujourd'hui, vous êtes l'invité des GG pour commenter l'actualité. Est-ce qu'on reçoit le Jean-Luc Mélenchon des beaux quartiers? La formule est du président du CRIF hier soir. Oui, le président du CRIF Monsieur Yohann Arfi. aurait dû mesurer davantage ses propos. Et je commencerai par les propos inadmissibles qu'il a portés, gravissimes dans notre République. Quand on est président d'une institution aussi importante que celle qu'il préside, on a le devoir de respecter les principes républicains. Et il y a un premier principe dans la République, c'est celui de la responsabilité. Or, il prend le risque d'établir une confusion qui est celle contre laquelle tous ceux qui se battent tous les jours contre l'antisémitisme essayent d'éviter. C'est la confusion entre la politique du gouvernement de Benjamin Netanyahou et l'État d'Israël et la communauté juive. Il y a par ailleurs le refus d'une forme de négationnisme. Tout le monde, tous les Français ont vécu et partagé avec la communauté juive, avec Israël, la souffrance du 7 octobre, le caractère odieux de cet acte terroriste. Eh bien, la souffrance, elle est sans limite. Elle doit aussi se tourner vers les autres qui souffrent, et c'est le cas aujourd'hui à Gaza. Et donc, ne pas établir cette concurrence entre les souffrances. Deuxièmement, au-delà de ce principe de responsabilité, il y a un principe de vérité. Et je m'étonne que Jonathan Arfi, qui était sur le plateau de BFM, quand les propos que j'ai tenus sur le quotidien ont été falsifiés, détournés, parlant de la domination financière juive, propos que je n'ai jamais tenus, eh bien, n'en est pas tiré les leçons. D'autant plus que l'Arcom, qui exerce sa surveillance sur l'audiovisuel, avait mis en demeure BFM et il avait mis en cause et la chaîne et l'invité de la chaîne, et en l'occurrence, M. Jonathan Arfi. Deuxièmement, le conseil de surveillance déontologique des journalistes avait lui aussi condamné ce détournement. Donc, deuxième principe,
celui de la vérité. La vérité, elle vaut pour tous, elle ne vaut pas pour quelques-uns. Et lancer ainsi, comme il l'a fait hier soir, une chasse à l'homme, dans un moment de rencontre républicain, devant les représentants du gouvernement, qui évidemment n'ont pas bougé, ils sont habitués à être sermonnés, sans avoir à cœur de défendre pour tous les principes républicains, s'accompagne d'un troisième principe, auquel je tiens beaucoup, et il est au cœur de cet ouvrage. C'est le principe d'humanité. L'humanisme républicain, c'est un devoir pour tous. Et c'est le nom de votre mouvement d'ailleurs. Hein, c'est le nom du mouvement, et c'est, je crois, un engagement que nous devons tous prendre. Refuser l'essentialisation, refuser les amalgames. C'est vrai du côté de nos compatriotes musulmans, c'est vrai du côté de nos compatriotes de la communauté juive. Donc, j'incite M. Arfi, dans les fonctions qui sont les siennes, à davantage de vigilance, à davantage de souci de vérité, parce que cela est le devoir qui est le sien dans un moment d'une extrême gravité dans notre pays, où il y a la tentation de rechercher des boucs émissaires, il y a la tentation de critiques qui sont non seulement cruelles, mais qui sont dangereuses. Vous voyez, je suis pris à partie depuis des mois, moi, personnellement, harcelé, menace de mort, mais aussi ma famille, mon fils, mes filles. Tout ceci est inacceptable. Ils ont été menacés. Menacés, absolument, mais au quotidien. Mais menacés par qui? Par quoi? Je vous le demande. Vous savez, les réseaux sociaux sont anonymes. Je l'ai fait, et vous savez comment ça se passe. Mais on vous reproche quoi précisément dans ces menaces? Vous savez, il n'y a pas la place pour un reproche. Ce sont des insultes, ah oui. On vous traite de tous les noms et on vous condamne à une mort prochaine. Donc je crois que la responsabilité, je le redis, il ne suffit pas de mener des politiques contre l'entrisme, le séparatisme. Il faut que chacun d'entre nous s'applique ces règles et ce devoir républicain. Et ça justifie un peu plus, avec cet ouvrage, le combat et l'engagement. Pourquoi, lorsqu'on évoque le conflit israélo-palestinien, il n'y a pas de place pour la nuance? Et chacun doit forcément choisir un camp et souvent insulter celui qui ne pense pas comme soi. Je ne vous fais pas dire. Puisque je défends la nuance et la mesure, il n'y a pas une phrase que j'ai prononcée depuis le 7 octobre qui puisse m'être reprochée. J'ai en permanence cherché le point qui doit être celui de la France, d'une diplomatie à la fois d'équilibre et d'initiative. Mais vous savez, la nuance, elle est terriblement agressive pour ceux qui sont des inconditionnels d'un parti. Et c'est bien cela qu'il faut condamner, cette inconditionnalité qui crée de la confusion, et surtout qui ne permet pas à la France d'être là où elle doit être. La diplomatie française, et je le dis souvent, elle a vocation à être toujours en initiative, parce que c'est ce qui crée de la fierté. Elle ne l'est plus là aujourd'hui? Pas suffisamment. Pourtant, le président Macron est vous voyez bien sur tous les fronts. Mais vous voyez bien, faute de mesures dans notre diplomatie, ou plutôt capacité le matin de dire une chose et le soir de dire une autre chose, que nous ne sommes pas suffisamment à notre place. Et le résultat, c'est que la diplomatie qui doit jouer un rôle de bouclier pour tous les Français, c'est le combat que j'ai mené quand j'étais ministre des Affaires étrangères avec Jacques Chirac, faire en sorte que la diplomatie française soit un bouclier. Et dans un moment où notre pays est vulnérable, où les risques de terrorisme sont importants, eh bien, nous avons le devoir d'être à la tâche, bien davantage, plus que nous le faisons aujourd'hui. Elle a été détruite, la diplomatie française? Elle a été brouillée. Elle a été brouillée parce que les messages et les principes de cette diplomatie sont simples et ils sont constants depuis le général de Gaulle. Une vocation d'indépendance, une vocation d'équilibre, une vocation d'engagement. Et c'est ça qui s'est perdu. Parce qu'il y a la volonté de faire plaisir aux uns et puis aux autres, d'essayer en permanence... C'est Emmanuel Macron là que vous visez. Bien sûr. C'est le président de la République. Bien sûr, mais c'est la diplomatie d'Emmanuel Macron. Si le Quai d'Orsay était davantage libre de mener la politique qu'il voudrait mener, eh bien le président de la République serait davantage en situation de marquer des points pour la France. On a 2 otages français en Iran qui risquent aujourd'hui la peine de mort, et nous avons aussi un écrivain franco-algérien, M. Sansal, et un journaliste français qui sont également détenus en Algérie. Est-ce que c'est un échec pour la France? Alors ça, malheureusement, tous les régimes, tous les gouvernements ont été confrontés à ces questions d'otages. Et je l'ai été moi-même à différentes reprises. Quelle doit être la doctrine face à ces otages? La doctrine, c'est bien évidemment d'essayer de mobiliser tous les instruments qui sont les nôtres. Les instruments de la diplomatie française,
mais aussi tous les instruments de la diplomatie internationale. Parce que chacun sait que nous n'avons que peu de contacts avec la théocratie iranienne. Et donc nous devons passer par ceux qui, eux, ont une crédibilité. Je pense que c'est ce qui a motivé, pour une part, le coup de téléphone d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, la Russie a une relation privilégiée avec l'Iran. De la même façon, la Chine, qui importe une grande partie du pétrole iranien, a une relation privilégiée. L'Arabie saoudite, qui, sous l'égide de la Chine, a normalisé ses relations. Donc nous devons utiliser tous ceux qui sont susceptibles de faire passer un message à Téhéran. Le problème que nous avons, c'est que les tensions du Moyen-Orient, les combats, les guerres du Moyen-Orient ont des conséquences sur la situation et en particulier sur celle de nos otages. Et que les autorités à Téhéran sont divisées. Il y a des factions plus ou moins radicales et donc il y a des luttes de factions et nos otages d'État, sont évidemment utilisés pour essayer d'envoyer des messages à la France, qui n'est pas sans moyen. Le président de la République l'a laissé entendre. Nous avons, dans le cadre de la politique des sanctions, la possibilité, dans les prochaines semaines, d'utiliser un retour à des sanctions massives, comme celles qui existaient avant le 14 juillet 2015, avant l'accord que nous avions signé avec l'Iran et qui a été dénoncé malheureusement par Donald Trump. Mais puisque vous parlez de ces tensions, en particulier avec l'Iran, est-ce que vous diriez, comme le chancelier allemand, que Israël et les États-Unis font le sale boulot pour les Européens en ayant attaqué l'Iran ou pas? Non, je ne le dirais pas pour une raison simple. C'est que la diplomatie, ce n'est pas une matière opportuniste. On ne se réjouit pas, même s'il peut y avoir des conséquences positives. Dans le cas présent, on ne peut que se réjouir que le régime iranien soit affaibli. On ne peut que se réjouir d'imaginer que le programme iranien soit affaibli, même s'il reste beaucoup d'inconnus sur la réalité de ce programme. Mais ce que nous perdons à travers ces initiatives israéliennes et américaines est sans doute beaucoup plus important que ce que nous pourrions en opportunité gagner. Et ce que nous perdons, c'est l'affaiblissement du droit international. Et ceci veut dire que dans d'autres crises désormais, eh bien, nous serons totalement démunis. Chacun peut invoquer... On ne pourra pas faire la leçon à ceux qui transgressent le droit. Exactement, mais d'ailleurs, nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette situation. C'est difficile de faire la leçon à Poutine maintenant. Et on le voit bien. Et quand les États-Unis décident de suspendre leur aide, Dieu sait nécessaire, puisque Kiev a vécu cette nuit, la nuit la plus tragique depuis 2022, eh bien, nous n'avons pas de principe à défendre, nous n'avons pas de possibilité sur la scène internationale pour défendre nos positions. Et c'est tout le problème aujourd'hui du deux poids, deux mesures. Pourquoi est-ce que la diplomatie française, elle est plus faible ? Parce qu'elle a perdu son exemplarité, elle a perdu sa capacité à dire le droit, à dire la justice. Tout l'enjeu de la reconnaissance de l'État palestinien, c'était la possibilité offerte à la France de reprendre le leadership au plan de la justice internationale. Oui, mais reconnaître un État palestinien reconnaître un État palestinien, Hamas, est-ce que c'est possible? Mais il ne s'agit pas du tout du Hamas en la matière. C'est toujours lui qui est, notamment à Gaza. Ce n'est pas le sujet. L'autorité, en l'occurrence, parmi les conditions qui sont posées, bien évidemment, il n'est pas question de faire retour du Hamas. Il n'est pas question de donner une place au Hamas dans le cadre de la nouvelle autorité qui sera définie. Donc, ne compliquons pas les choses. Le principe, par contre... Oui, mais Mahmoud Abbas est affaibli. Il n'y a pas d'interlocuteur, quand même. Mais bien sûr, mais il est affaibli. Est-ce que vous n'êtes pas naïf? Mais non, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il est affaibli? Parce qu'on ne crée pas les conditions pour avoir une autorité palestinienne qui soit capable de prendre les choses en main. Oui. Vous savez, aujourd'hui, c'est un vide absolu. Et tous les jours, tout ce qui est fait par Benjamin Netanyahou, c'est pour éradiquer la question palestinienne. C'est pour éliminer toute perspective de solution palestinienne. Et on voit bien que ce qui s'est joué dans les dernières semaines, c'est à la fois l'éradication de la question palestinienne et bien évidemment l'éradication de la question iranienne. Zora Habitant. Monsieur de Villepin, donc j'ai lu votre livre, qui est très brillant et c'est un très beau livre. En tout cas, merci de l'avoir écrit. Mais j'ai été, interpellée par deux passages. Le titre, d'abord, et puis un chapitre qui est le refus de l'occidentalisation. Un chapitre de l'occidentalisme. De l'occidentalisme, pardon.
Et donc, ça veut dire quoi, ça, l'occidentalisme? Justement, j'ai pas très bien compris. C'est le détournement de l'Occident. Comme puissance meilleure que les autres, quoi. Non, c'est le détournement de l'Occident, se repliant sur lui-même et continuant à vouloir prétendre dicter le cours du monde. Alors, justement, donc on comprend ce que vous voulez dire, mais ce que vous oubliez de dire, c'est que l'oppression ne vient pas que de l'Occident. D'abord, qu'il y a des dictatures arabes, des régimes théocratiques, des systèmes patriarcaux et féodaux qui broient leur propre peuple. Et cela, vous ne les nommez pas. Et en plus, vous voulez rompre avec la fabrique de l'ennemi. Moi, je trouve ça très bien. Mais alors, il faut aussi stopper la fabrique de l'excuse. Cette manie de tout ramener à l'Occident comme si le reste du monde était sans responsabilité, sans liberté et sans cruauté. Vous nommez très peu, en fait, ces régimes théocratiques. On a l'impression que l'Occident enfante des injustices, des cruautés et de la barbarie dans le monde et que ses propres territoires ne produisent pas eux-mêmes leur propre barbarie. Et dernière chose, le titre « La République des Lumières », c'est merveilleux. Moi, j'adhère 100%. Mais lorsque l'on vous parle du voilement des petites filles, vous dites « je ne suis pas couturier ». Et là, quand on reprend la définition des Lumières, on voit qu'il y a vraiment quand même une schizophrénie qui mérite quand même une explication. Réponse à Zora. Oui, alors sur le premier point, l'occidentalisme, je souscris pleinement à ce que vous venez de dire. Mais la responsabilité qui est celle de l'Occident, puisque nous dirigeons le monde depuis 1945, l'ordre mondial tel qu'il a été défini, il se fait sous l'égide des pays occidentaux, les États-Unis et les pays européens. Donc, on ne peut pas, de ce point de vue-là, se dissimuler la responsabilité particulière que nous avons. Bien sûr, les dictatures arabes, bien sûr, et c'est pour cela que nous avons soutenu les printemps arabes. Tout ceci est une vérité. Mais à l'heure de la responsabilité, ce que je souligne, c'est que notre intérêt, ce n'est pas de se comporter en gendarme du monde, puisque nous connaissons les conséquences. Et c'est en ça que je dénonce l'occidentalisme. C'est que le fait de ne pas vouloir faire partie du monde et travailler avec le monde, mais de continuer à vouloir dicter au monde ce qu'il doit faire, nous place en position d'accusé. Donc, mon souci, c'est tout simplement de prendre en compte le monde qui vient, de prendre en compte les changements de la mondialisation, de prendre en compte les changements d'un ordre mondial, voire même d'anticiper sur la création d'un ordre mondial qui doit être plus juste et plus pacifique. Mais vous nommez donc, pas les le militarisme, c'est évidemment la conséquence de cette domination occidentale. Une phrase, c'est que quand on finit votre livre, on a vraiment l'impression, moi j'ai eu le sentiment d'un livre un peu complotiste où vous donnez un état des lieux, mais vous ne nommez pas spécifiquement, entre guillemets, ce mal. Il y a une espèce de qui. En fait, moi, à la fin, je me dis qui. Qui crée le mal? Qui est puissant? Quel est cet ordre mondial? Vous êtes dans l'autoflagellation aujourd'hui? Non, je ne crois pas du tout. Je suis dans le principe de responsabilité qui m'anime. Et ce que je constate, c'est que ce que nous croyons être la solution pour répondre aux maux du monde, et en particulier l'outil militaire, a montré qu'il n'était pas la réponse. Donc je tire les leçons du passé. Et les leçons du passé, c'est qu'il nous faut prendre un autre chemin. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il y a un autre chemin qui nous permet de refuser l'essentialisation, la fabrique de l'ennemi, de sortir de cette opposition, de ce clivage entre l'Ouest et le reste du monde. Donc si vous n'êtes pas président, vous pourrez toujours devenir couturier. Et ça implique de travailler sur la base du multilatéralisme. Un mot simplement sur la couture, puisque vous avez été interpellé sur cette réponse qui a quand même surpris. Poussons plus loin, puisque ce que j'ai voulu, à travers ce terme, c'est montrer le caractère absurde du débat tel qu'il est posé. De la même façon qu'on ne va pas s'amuser à tailler les barbes ou mesurer les barbes pour savoir ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Nous sommes dans un monde... On peut s'inquiéter quand même de voir de plus en plus de barbus, par exemple. Mais nous sommes dans un monde où nous devons avancer avec les principes qui sont les nôtres. Et le principe de laïcité, il nous donne la réponse, il nous donne les outils. Puisque le principe de laïcité, quand il y a contrainte dans ce domaine, eh bien, il permet d'agir. Nous n'allons pas engager, comme le font d'autres pays, une police du vêtement. Non. Nous sommes soucieux... Mais l'interdiction de la baya, vous êtes pour? À l'école? Oui. Bien sûr, mais... Oui. Pourquoi? Parce que ce qui est posé
à l'école. C'est clair. C'est un principe. Mais le voilement d'une petite d'égalité. fille, D'accord. on n'est plus dans la C'est un laïcité. Ce que je veux dire, on peut s'inquiéter de signes de radicalisation. Quand on va dans certains, Absolument, mais dans c'est certains coins de France et qu'il y a de plus en plus de jeunes hommes en barbe de 5 jours et de djellaba et de plus en plus de jeunes filles voilées, on peut se dire que quand même, on va sur une pente qui n'est pas forcément idéale au pays des Lumières. Ça qu'on peut se dire. Mais il faut savoir distinguer ce qui ressort du cadre de l'intime et ce qui ressort du cadre de la famille. Le voilement d'une petite fille de 8 ans et la République des Lumières, ça me fait bizarre quand même. Oui, mais vous allez donc établir une police. Ben non, il faut que j'applique les Lumières. Et comment vous faites? Eh ben, il faut éduquer. Il faut renoncer, eh bien, nous sommes d'accord. Il faut refuser. Eh bien, nous partageons contrainte législative d'éducation. Mais parce que ce n'est pas possible. Et nous partageons exactement. Il faut refuser. Il faut mais pas nous partageons le même tentation de la nous partageons le même constat. Nous partageons le même constat. Simplement, une mesure législative dans ce domaine, 1, ne serait pas praticable. 2, ne serait pas efficace. Nous savons tous. La mesure d'interdiction dans ces cas-là ne fait que nourrir la tentation de réagir par rapport à cette interdiction. Monsieur Dominique de Villepin a le pouvoir de dire non. Le livre. C'est pas ce que je dis. De fait, mais je suis totalement d'accord avec vous. Alors, je crois que l'école est justement là pour constituer le lieu d'apprentissage de ces principes communs.